Il est 7h43 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est François Villeroy-de-Galhau. Bonjour, gouverneur de la Banque de France. On a donc eu la Banque Centrale Européenne qui a laissé son taux directeur inchangé, 5e fois d'affilée depuis juillet. La Banque Centrale Européenne qui n'a pas d'objectif de change, mais au vu de la baisse du dollar ces derniers mois, est-ce que ça devient un sujet prédominant dans les discussions que vous avez au sein de la Banque Centrale Européenne? Alors, je veux d'abord dire un mot de la décision que nous avons prise hier à l'unanimité, c'est de maintenir les taux d'intérêt à 2% et de constater que nous sommes, je reprends l'expression de Christine Lagarde, en bonne position parce que la victoire contre l'inflation est acquise. L'inflation, elle est un peu en dessous de 2% en zone euro et on y reviendra peut-être, elle est même nettement plus basse en France. Ça a des conséquences économiques. On est à plus 0,4 seulement. Donc du coup, hier, nous décidons de maintenir les taux d'intérêt à 2%. Je note que le même jour, la Banque d'Angleterre se réunit. Elle maintient aussi le taux d'intérêt, mais à 3,75%. Donc vous voyez qu'il y a un niveau de taux d'intérêt qui est plus favorable en zone euro qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Justement, inflation plus euro fort. Est-ce que ça ne pousse pas à une baisse des taux dans le futur ? Alors, nous avons discuté de ce qu'on appelle les risques dans notre langage. Il y a des risques à la hausse de l'inflation. Il y a probablement, de façon plus significative, des risques à la baisse. On va dire un mot du taux de change. Nous avons aussi beaucoup parlé de la montée des importations chinoises. On y reviendra peut-être. Sur le taux de change, là, je vais reprendre ce que Christine Lagarde a dit très clairement hier dans sa conférence de presse. Nous n'avons pas d'objectif de change. Les choses doivent être claires, mais le taux de change est très important pour l'activité comme pour l'inflation. Si l'euro s'appréciait encore significativement, ça veut dire moins d'inflation. Et donc Christine Lagarde a dit, nous regardons de près, je vais peut-être le dire en anglais, parce que ça se passe en anglais, cette conférence de presse, elle a dit, we keep a close eye, nous gardons un œil très, très proche sur l'évolution du change. Je crois que c'était un signal important. Dans notre discussion, nous avons relevé d'ailleurs que ce n'était pas tant une appréciation de l'euro qu'une faiblesse générale du dollar depuis un an, qui traduit d'ailleurs une moindre confiance dans les actifs américains tenant aux incertitudes de la politique américaine, de la politique économique américaine. Peut-être une dernière notation, ce mouvement sur le dollar a eu tendance à se stabiliser ces derniers jours. On est autour de 1,18 $ pour 1 euro. Je note d'ailleurs, c'est un hasard, que c'est la parité historique quand vous regardez la moyenne euro-dollar depuis la création de l'euro. Je comprends quand même dans ce que vous dites que la Banque Centrale Européenne s'inquiète de la compétitivité européenne, que ce soit à travers la question des importations chinoises et avec le taux de change qui nuit quand même à nos entreprises exportatrices. Alors c'est très important, Laure Closier, de préciser quel est notre mandat. Notre mandat, c'est l'inflation à 2%. Et ça, dans un monde où tout bouge, où tout est incertain, c'est extrêmement important pour nos concitoyens, pour les entreprises, de dire vous pouvez compter sur la valeur de la monnaie et la stabilité des prix. Donc les phénomènes que vous venez de citer, nous les regardons d'abord en fonction de leurs conséquences sur l'inflation. Mais on n'est plus à 2%. Alors, on est un peu en dessous de 2% en zone euro, à 1,7%. Au passage, je reviens sur l'inflation française, parce qu'on n'a peut-être pas assez commenté oui, alors il y a deux indices, malheureusement. Il y a un indice national à 0,3 et l'indice européen donne 0,4. Mais ça ne fait pas une grande différence. C'est quand même très faible et plus faible que les autres pays. C'est plus faible que les autres pays, vous avez tout à fait raison. Et ça a deux conséquences plutôt positives pour la France. La première, c'est que ça veut dire du pouvoir d'achat. Et la seconde, c'est que cette inflation plus basse peut s'accompagner d'une modération salariale. Et ça, c'est bon pour notre compétitivité. Il y a un chiffre que je veux donner ce matin, qui est que depuis 2019, depuis le Covid, la France a regagné 10% de compétitivité par rapport à l'Allemagne et 6% par rapport à l'ensemble de nos partenaires européens. Ce qu'on mesure par ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire l'évolution des salaires pondérée par l'évolution de la productivité. Donc ça, c'est une bonne chose pour la compétitivité française. Maintenant, il y a une moins bonne chose pour la compétitivité de l'ensemble de l'Europe, c'est effectivement les importations chinoises. Donc, vous n'avez pas peur d'une déflation? C'est-à-dire que là, on n'est pas dans ce niveau-là, parce que les prix augmentent toujours très faiblement, mais vous n'avez pas peur qu'on tire et qu'on glisse? Non, on est proche de 2%. Nous regardons l'inflation de la zone euro, c'est normal. Mais il y a des risques à la hausse. Nous surveillons un certain nombre de risques à la baisse. On a parlé du change. Je vais revenir sur les importations chinoises, qui est un sujet dont nous avons aussi parlé hier et avant-hier.
Là, nous voyons une assez forte augmentation des importations chinoises ces derniers temps, en partie due à la fermeture du marché américain pour les exportateurs chinois. Alors là, je vous donne 2 chiffres qui sont assez frappants. Quand on regarde les 6 derniers mois de 2025 et qu'on compare aux 6 derniers mois de 2024, l'évolution en un an, les importations chinoises en zone euro ont augmenté de plus de 11% en volume, en quantité, et elles ont diminué de plus de 10% en prix. Alors, quand vous combinez les deux, ça fait un effet désinflationniste assez fort. Je crois qu'il faut muscler l'économie européenne, la croissance européenne, on va en parler, mais nous surveillons de près l'évolution de la Chine. Mais ça veut dire que vous êtes favorable aux taxes sur les petits colis, à tout ce qui peut permettre de fermer un petit peu l'Europe aux importations chinoises ? Ça ne relève pas de la Banque centrale. Hein, oui, mais c'est la suite. Sur les petits colis, où est-ce qu'il faut protéger temporairement certains secteurs ? Je crois que, d'abord, nous regardons les conséquences sur l'inflation et il y a une réponse évidente, c'est de muscler la compétitivité, la capacité d'innovation, la productivité de l'économie européenne. Ça aussi, nous en avons parlé pendant la réunion de la Banque centrale. Le dollar est donc plutôt orienté à la baisse, mais ces derniers jours, il s'est repris un petit peu. Par contre, du côté du Bitcoin, alors ce matin, on est face à une débandade totale. On a touché les 60 000 dollars cette nuit. Est-ce que ça vous inquiète ? On a Scott Bessent qui dit on ne va pas renflouer les investisseurs ni en racheter. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous ? Aujourd'hui, tout le monde a du Bitcoin à travers les ETF, les institutionnels, les particuliers. Est-ce que ça devient un sujet systémique ? Alors, 2 choses. D'abord, cette stabilisation du dollar, elle semble largement liée à la nomination du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui, semble-t-il, garantira mieux l'indépendance de la Banque centrale américaine. Ça, je crois que c'est une bonne chose. Sur le Bitcoin, nous avons toujours dit que c'était un actif très volatile et très risqué. On peut investir en Bitcoin, mais on le fait à ses risques et périls. Effectivement, ce qui est en train de se passer montre que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Souvenez-vous de tous ceux qui nous expliquaient que c'était la monnaie de demain, parce que la monnaie allait être complètement décentralisée, privatisée, libertaire. Je n'ai jamais cru ces discours, ils sont en train d'exploser. Ou ceux qui nous disaient que le Bitcoin, c'était un placement sûr, où on avait à la fois des rendements élevés et pas de risque. Ça n'existe pas, ça, en matière financière. Laure Closier, j'en profite pour redire, si un jour un conseiller financier vous dit « j'ai un produit formidable pour vous qui rapporte beaucoup et qui a 0 risque », ça n'existe pas. Fuyez ce conseiller financier est soit un incompétent, soit un escroc. Donc sur le Bitcoin, les risques sont en train de se matérialiser. Heureusement, ça n'est pas systémique. Il y a un certain nombre d'investisseurs en Bitcoin. J'espère qu'ils ont limité leurs risques. Vous me dites, Kevin Warsh, il a les reins solides pour avoir un poids indépendant vis-à-vis de la Fed. Donald Trump a redit hier qu'il est là pour baisser les taux. Point. Les chiffres de l'emploi américain sont mauvais dans les premières données. A priori, c'est ce qui devrait arriver. Ça ne vous inquiète pas, cette baisse des taux américaines par rapport aux taux européens qui restent stables pour l'instant ? D'abord, Closier, les taux américains, c'est le Conseil de la Fed qui les décide. Jusqu'à fin mai, il est présidé par Jay Powell, qui est un banquier central d'une intégrité et d'un professionnalisme exemplaire. Je le redis parce qu'il a fait l'objet d'attaques totalement injustifiées. Et ensuite, je pense que Kevin Warsh, avec son conseil, il ne décide pas tout seul, regardera quelles seront les données sur l'économie américaine. Aux États-Unis, l'inflation est nettement supérieure à ce qu'elle est en zone euro et a fortiori en France. On est proche des 3%, du fait aussi des tarifs décidés par M. Trump. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer dans l'autre sens, peut-être à la baisse des taux. C'est l'évolution de l'emploi, vous en parliez. C'est la grande question de la productivité liée à l'intelligence artificielle. Mais attendons de voir le débat du Conseil de la Fed, je souligne, que ça n'est pas un homme seul, fut-il président. Sur les questions de moyens de paiement, on était avec Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, il y a quelques instants. Il se promène désormais avec un badge Wero pour en faire la promotion. On était avec Nicolas Namias de BPCE il y a 2 jours. Même discours dans les 2 cas. Sur l'euro numérique, ils sont sceptiques, voire ils disent désormais que ça n'est pas à la Banque centrale européenne de développer des moyens de paiement. C'est le job des banques privées. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, si on pose, je ne vais pas commenter les propos de tel ou tel banquier, mais si on pose le débat de principe, le rôle d'une banque centrale, c'est de garantir la qualité de la monnaie et d'émettre de la monnaie. Ça, c'est un fondamental qui dure depuis des siècles. Je pense que Nicolas Namias et Thierry Laborde ne l'ont pas oublié. La monnaie, depuis toujours, c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'il faut une encre publique, une monnaie
émise par la Banque centrale qui inspire confiance. Et puis, à côté de ça, il y a une monnaie émise par les banques commerciales qui sert pour nos usages quotidiens. Moi aussi, j'ai une carte de crédit et moi aussi, j'utilise Wero, si vous voulez tout savoir. Mais il faut les deux. Jusqu'à présent, la monnaie de banque centrale, elle prenait la forme d'un billet papier que nous maintiendrons, bien sûr. L'euro numérique, demain, c'est quoi ? C'est leur closier, un billet numérique plus. Éric Lacourège, le patron des moyens de paiement à la Banque de France, est venu, je crois, l'expliquer à votre micro. C'est le meilleur du billet, c'est-à-dire sa sécurité absolue, sa gratuité, son universalité. Il est accepté partout. Et puis le meilleur du numérique, vous pourrez payer... Donc c'est pas concurrent ? Non, c'est totalement complémentaire. Et la complémentarité est indispensable pour assurer la souveraineté de l'Europe sur les moyens de paiement. Parce qu'effectivement, les moyens de paiement, c'est vital. C'est le sang de l'économie de pouvoir assurer les paiements et puis est associé la propriété de données. C'est très important que l'Europe ait la maîtrise là-dessus. Donc, si on faisait une guerre euro-européenne entre la monnaie des banques commerciales et puis la monnaie de la Banque centrale, ce qui ne sera heureusement pas le cas, mais une guerre euro-européenne, elle ne ferait qu'un gagnant. C'est les Américains. Pardon de le dire. Donc, je crois qu'elle est hors de saison. Il faut avoir un peu de vision stratégique. Merci beaucoup, François Diallo. Nous aurons les deux et c'est ça qui construira la souveraineté européenne. Merci d'être venu dans la matinale de l'économie.